Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes au sommaire. De quoi la vague d'amour des Français pour leur équipe de France et ses 8 buts en 2 matchs est-elle le nom? D'un nationalisme agressif ou d'un sentiment identificatoire très voluptueux, ma foi, de reprendre un peu le dessus en temps de crise? On en débattra, mais pas avant d'avoir reçu les castors juniors œcuméniques du 21e siècle, 4 jeunes gens de différentes confessions qui jurent que le dialogue interreligieux, ça marche à pied. On les retrouve après l'expresso de Thibault Nolte. Parce que le dialogue entre disciples de différentes religions est parfois obtus, à la machette en Centrafrique, à la roquette Katyusha ou Qassam à Gaza, au tison en Irak, 5 jeunes Français ont décidé de partir à la découverte des initiatives interreligieuses dans le monde, de radiographier le dialogue islamo-judéo-christiano-agnostico-athée et de cartographier la paix. Une sage décision, encouragée, financée et bénie par un collège de bonne volonté politiques et religieuses, dont le Quai d'Orsay, l'ambassade des États-Unis, le Secours catholique, le centre de dialogue interreligieux du roi Abdullah d'Arabie Saoudite, ou le site Spark News, promoteur du journalisme positif, spécialisé en bonnes nouvelles à base d'initiatives citoyennes. Plus fort que les Stones, le Club des 5, parti le 1er juillet dernier, a écumé 70 villes de la planète spirituelle en 10 mois dans un road trip intitulé Interfaith Tour, tournée interconfessionnelle. Ils ont croisé le pape François, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar au Caire, les grands rabbins d'Europe ou encore des éminences du cabinet de Barack Obama. Mais la vraie lumière, ils l'ont vue dans ces tout petits riens qui font tout. Au Liban, la fameuse fête nationale chômée et fériée islamo-chrétienne, la longue nuit des religions qui ouvre ses portes sur les 250 communautés de Berlin, ou encore l'entraide entre mères célibataires chrétiennes et musulmanes dans les bidonvilles du Kenya. Dieu est décidément dans les détails. Bonsoir à tous les 4. Samuel Djibowski, bonsoir. Vous êtes président de l'association Coexister Interfaith Tour. À côté de vous, Victor Grèze, membre de cette association. Bonsoir. Ilan Sialom, bonsoir à vous. Et enfin, Ismaël Medjoub, bonsoir à vous. Je vous présente à tous les 4 Nadia Dam et Claude Askolovic. Bonsoir. Bonsoir mes deux petits cocos. Faisons le tour du studio. Le tour du studio. Vous avez un 5e camarade acolyte et voyageur qui n'est pas là. Pourquoi? Il est à Carcassonne sur une étape du Tour de France parce que lui, il continue le Tour de France pendant. Très bien. Que les et lui est donc polyvalent. Il a une âme et aussi des mollets. D'accord. Pourquoi? D'où est venue cette idée baroque, formidable, de partir faire un tour du monde interreligieux? D'où ça vous est venu? Alors, il y a une double idée. Il y a coexisté d'abord il y a 5 ans pour empêcher l'importation du conflit israélo-palestinien en France, en faisant travailler juifs, chrétiens, musulmans, athées en France ensemble. Mais vous étiez camarade d'université, de fac? Exactement. Et donc la deuxième idée, c'est de se dire, voilà, on fait ça en France, qu'est-ce qui se fait ailleurs? Et donc on va partir ensemble, voir ce qui se fait ailleurs, puisque nous, on fait ça en France. Comment font les autres entre différentes religions pour cohabiter ou coexister, justement? Je suis frappée par quelque chose qui n'a pas dû vous échapper. Ismaël, il n'y a pas de filles? Elles n'ont pas d'âme? Elles ne croient pas? Absolument pas. Il y avait une jeune fille dans l'équipe originelle d'Interfaith Tour, Raphaëla, mais qui, suite à de la pression parentale et à de la peur, a décidé d'abandonner le projet un mois avant le départ. La peur d'aller dans des pays où les relations avec Israël, de son appartenance à la communauté juive, pouvaient être mal interprétées, comme le Liban, l'Indonésie ou la Malaisie. Et aussi beaucoup de peur, et donc elle a décidé d'abandonner le projet un mois avant. Mais on a quand même tenu à avoir un regard féminin au sein de l'équipe. La cuisinière? C'était Ismaël qui cuisinait. C'était moi qui cuisinais, mais on a quand même tenu à inviter 5 filles de 4 confessions différentes à venir nous rejoindre 2 semaines dans 5 pays différents. Vous êtes parfaitement paritaire. C'est Ilan qui a remplacé donc cette jeune femme. Elle avait raison d'avoir peur. Ça a été cool pour vous partout, même dans les pays où Israël est un problème? Écoutez, moi j'ai pas eu de. Lui c'est le feuge. Oui, c'est ça. Tout à fait. C'est Ilan, c'est le feuge. Oui. Non, pas de problème sur les pays qu'on a pu traverser ou traverser avec le Tour du Monde, et aussi aidé en grande partie par l'équipe qui était avec moi, avec mes 4 acolytes, frères j'ai envie de dire, qui m'ont beaucoup aidé en tout cas à porter ma pratique, tout comme celle d'Ismaël d'ailleurs, pendant ce Tour du Monde, là où on se trouvait. Donc jamais aucune réaction hostile, jamais d'agressivité de la part des gens que vous avez pu rencontrer, jamais, même quand vous expliquiez votre projet, votre démarche. Vous vous déplaciez en autobus, en autocar, à pied, enfin vous étiez visuellement c'est-à-dire que symboliquement visible de loin. L'idée de ce tour du monde, c'était avant tout d'aller rencontrer des gens qui sont déjà engagés sur la thématique de l'interreligieux. Donc des associations. Exactement, des associations, des leaders religieux, la société civile, des jeunes, peu importe. Des États. Et l'idée n'était pas d'aller porter un message spécifiquement. Donc on n'était pas particulièrement visible sur le fait qu'on est un juif, un chrétien, un musulman, un athée, dans votre cas. Je suis l'athée, et un agnostique. Donc évidemment, ça ne prêtait pas
Même si parfois ça se sait vite en fait. Oui, mais quand les gens l'ont su, ils étaient au contraire très intéressés et voulaient savoir un petit peu comment l'équipe fonctionnait, comment est-ce qu'on a réussi à vivre ensemble pendant 10 mois, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans s'entretuer, quelles auraient pu être éventuellement les sources de conflit ou pas. Et donc, ça c'est pipeau. Quiconque connaît la société française et vous regarde, bien entendu que vous entendiez bien. Quand vous allez dans des endroits où c'est compliqué, ou dans des endroits de France où c'est compliqué, vous n'êtes pas un modèle ni un paradigme. Vous êtes des jeunes gens intelligents, éduqués, de foi différentes. Est-ce que ça vaut exemplarité pour tous les autres, ceux qui nous regardent aussi, hein? En France ou à l'étranger? En général. En général, ce qu'on constate, c'est que les gens qu'on a vus sur le terrain, ils vivent comme nous. C'est-à-dire que les associations qu'on a croisées partout dans le monde, elles vivent la même chose. Il y a toujours des croyants de différentes religions. Alors, la religion la plus rare au monde, c'est l'athéisme. Pour Victor, la météo était mauvaise. Mais dans toutes les pays qu'on a traversés... Vous parlez du Liban, par exemple. Qu'avez-vous vécu au Liban? Au Liban, on a vu des initiatives de gens qui sont issus de ces 18 communautés libanaises, surtout chrétiens et musulmans, évidemment, mais à l'intérieur de ces 18 ramifications, des maronites, qui travaillent ensemble et qui essayent d'empêcher que le conflit se renouvelle et qui se disent, parce qu'on est différents, pas malgré notre différence, mais grâce à notre différence, on va monter des actions concrètes. On avait dans une université un groupe Objectif Liban où ils sont 18 jeunes, un par confession, et ils font de l'action sociale sur l'université en revendiquant la diversité comme outil de leur action. Est-ce que ça a renforcé votre foi? Et est-ce que vous, Victor, vous avez commencé à vous poser des questions sur votre athéisme? Est-ce que vous êtes devenu croyant, par exemple? Non, tout le monde a été renforcé dans sa vision du monde, qu'elle soit une vision pratiquante, croyante ou une vision dans la vôtre? athée. Moi, je suis renforcé dans mon athéisme. Ouais. Et Jocelyn est renforcé dans son agnosticisme aussi. Il doute de plus en plus. Il doute de plus en plus, exactement. Non, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de se demander pourquoi est-ce qu'on a voulu intégrer des athées et des agnostiques dans l'interreligieux. Parce que, tout simplement, pour nous, l'interreligieux, c'est un outil. Un outil au service de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Et si on regarde un petit peu les composantes de la société en France, on voit qu'il y a un tiers de gens qui se déclarent croyants, un autre qui se déclare non croyant, et un autre qui dit je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Bon, faire de la cohésion sociale avec un tiers de la population, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et comme en tant qu'athée, finalement, on se revendique par rapport à la religion, puisqu'on dit je n'y adhère pas, c'est bien par rapport à la religion. Donc c'est un premier pas pour ensuite discuter et surtout faire des choses ensemble. Ilan Shalom, vous avez rencontré le pape, François? Moi, j'étais pas à la rencontre à ce moment-là. Je m'occupais notamment de trouver des financements à Vienne. Tout le reste de l'équipe tout le reste était mauvaise pioche. Oui, comment ça s'est passé? Je crois que vous avez eu une audience privée? Enfin, vous avez assisté à une messe? Comment ça s'est passé? Alors, on a eu une audience privée de 8 minutes pendant l'audience du mercredi, donc place Saint-Pierre, où le pape François a tenu déjà à nous adresser à chacun un petit mot. Il m'a demandé de saluer ses amis musulmans dans le monde entier. Il a appelé Victor son nouvel ami athée, puisque c'était 2 jours après la lettre au journaliste de la Republica. Bizarrement, tranquille, ça y est. Voilà. Ouais. Bizarrement, il n'a pas du tout été intéressé par Samuel. Moi, je t'ai déjà acquis à c'est déjà fait. C'est normal, c'est déjà fait. Bon. Ouais. Et puis surtout, nous étions accompagnés du cardinal Roger Etchegaray. Et il nous a dit ces mots, il nous a dit de continuer l'interreligieux aux côtés de l'intergénérationnel, puisque c'est l'alliance entre la force de la jeunesse et l'expérience de l'âge qui nous amèneront ensemble à la vraie sagesse. Ah, on est tout d'un coup rassurés, on se disait c'est pour des gens de 25 ans. Donc voilà, c'est ouvert à toutes les générations et à toutes les classes d'âge. Ça va beaucoup mieux. Exactement. Hein, Claude, vous n'avez pas une carte? Oui, une carte, elle va défiler là, ça fait presque mal de mer quand on regarde. Ils sont allés partout, ils sont allés au Brésil, mais pas au bon moment, tant pis pour eux. Ils sont allés en Afrique, ils sont allés en Extrême-Orient, ils sont allés un peu partout en Europe. Vous êtes allés aussi au Proche-Orient, Liban, Palestine, Israël, on en a parlé. Pas en Russie. Quelle est... Pas en Russie, non, effectivement. Oui, les orthodoxes c'est plus une question technique qu'autre chose. Mais d'immobilisation du passeport. Mais les prochaines équipes, puisque c'est un projet pilote qui a vocation à être réitéré par des nouvelles équipes tous les ans, iront en Russie. Le endroit qui a été le plus marquant pour vous, l'athée? C'est horrible, ils n'ont plus d'identité, j'appelle l'athée. Oui, c'est très bon, hein, pour toi. Victor, ça marche Victor aussi. Lathée. Victor Lathée. Tous les endroits sont extrêmement intéressants et il y a des thématiques diverses. L'interreligieux, il n'y a pas un interreligieux. Il y a de l'interreligieux social, il y a de l'interreligieux sociétal, comme au Burkina, de l'interreligieux politique, comme en Malaisie. Bon, moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est une initiative, en quelques mots, en Inde, à Bombay. En 1992, il y a eu des émeutes extrêmement violentes entre hindous, musulmans, avec des policiers aussi. Et un homme qu'on a rencontré, Julio Ribeiro, a été chef de la police pendant de nombreuses années. Il a vu des gens mourir sous ses yeux pendant ces émeutes. Et il s'est dit, il faut trouver un moyen de rapprocher les communautés et de rapprocher aussi les gens de la police pour comprendre le rôle de chacun. Et il s'est dit, on va mettre sur un même terrain de sport, à savoir le cricket, évidemment, en Inde, des hindous, des musulmans et des policiers pour jouer ensemble pendant 4 jours, pendant un tournoi. Et évidemment, les policiers n'étaient pas les arbitres entre les hindous et les musulmans. Tout le monde jouait ensemble sous une même bannière. Ça, c'est par exemple un type d'interreligieux qui nous plaît beaucoup, qui, moi, m'a beaucoup marqué. Quand Samuel? Moi, the place to be pour l'interreligieux, c'est le Burkina Faso, parce que là-bas, on marie les gens ensemble pour régler les problèmes. Mais The Initiative, c'est la longue nuit des religions à Berlin, puisque pendant une nuit entière, ils ouvrent toutes les portes des lieux de culte. Et donc, les Berlinois peuvent visiter librement les églises, les mosquées, les synagogues. Et ça, je trouve ça génial, il faut qu'on fasse pareil en France. Une dernière question, peut-être sur la neutralité et la laïcité, Ilan, en France.
Il y a un débat. Laïcité, neutralité, arborer des signes d'appartenance. Est-ce que vous avez réfléchi à ces questions, votre groupe? On en a beaucoup parlé pendant ce Tour de France. On avait déjà commencé à en parler pendant le Tour du Monde. Si vous voulez, ce que nous, on espère, en tout cas avec cette laïcité, c'est qu'on n'est pas dans une neutralisation des individus, mais plus dans une neutralité de l'État. Et c'est le cas aujourd'hui, selon vous, la laïcité à la française? On neutralise les individus? Après avoir fait ce Tour du Monde, on se rend compte que la laïcité, pour nous, est le modèle qui permet, il nous semble, théoriquement le plus à même de faire coexister pour reprendre les religions entre elles, mais que petit à petit, à force d'avoir des définitions différentes et une utilisation politique de la laïcité, on en arrive à neutraliser les individus et ça amène, il nous semble, au communautarisme. Et il faut quand même redire que la laïcité, ça n'est que 3 choses dans la loi. C'est la séparation de l'Église et de l'État, c'est la neutralité de l'État, ce qui en fait la spécificité française, et c'est la liberté. Liberté de conscience, liberté de croire et de ne pas croire. C'est tout. Dernière chose, vous avez un site internet où des gens qui seraient intéressés, qui voudraient... www.interfacetour.com, coexister.fr. Vous dites plus doucement. www.interfacetour comme le projet.com ou coexister.fr, les deux fonctionnent. C'est tout, Claude. Vous voulez partir l'année prochaine? Vous l'embarquez? Je partirai bien avec eux. On vous le prête. Merci à tous les 4. Et place au débat sur le foot. Pas question de tactique ou de chanson de geste, alors que nous sommes à moins de 2 heures de la 3e rencontre des Bleus, mais plutôt de ce qui nous meut derrière les Bleus. Patriotisme ou défoulement jouissif au moment où la France décroche. On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Est-ce que vous sentez cette pression qui monte? Dans 1h30, le temps sera comme suspendu. L'équipe de France jouera sa qualification en 8e de finale de la Coupe du Monde au Brésil. Un mélange d'angoisse et d'euphorie pour les supporters tricolores survoltés. Ça fait plaisir de voir l'équipe de France se battre pour son pays. On a un black blanc beurre là. Voilà, l'union de la France, elle est là. On est tous unis. Le football fait vibrer la fibre patriotique comme en 98. C'est même devenu ces jours-ci une affaire d'État, avec un écran géant dans les salons de l'Élysée lors du premier match face au Honduras. François Hollande aux premières loges, fier de cette France qui gagne. L'équipe a été ce qu'on attendait d'elle. Je veux encore la remercier Didier Deschamps. Je pense que pour les jeunes de France, c'est un bel exemple. L'exemplarité, c'est ce qui ressort de cette équipe. Accessible, fraternelle, moins bling-bling et moins rebelle qu'en 2010. Les Bleus sont fiers de porter le maillot et de chanter la Marseillaise avec les supporters. Et comme pour enterrer un passé moins glorieux, un bus similaire à celui de Naïsna a été récemment détruit sans ménagement. Alors y aura-t-il un effet Coupe du Monde 2014? Sursaut de l'identité nationale dans une France plurielle ou surdose de chauvinisme? Alors, bonsoir à tous les 3. Je constate que vous êtes d'éminents spécialistes et que vous n'êtes pas au Brésil. Vous êtes donc punis de coupe. Yvan Gastaut, bonsoir. Vous êtes historien, spécialiste de l'immigration, donc de l'histoire du sport et de l'histoire de l'immigration. Et vous êtes maître de conférence à l'Université de Nice. Sophia Antipolis, à côté de vous, Pascal Boniface, qui arbore une splendide chemise fraise, géopoliticien. Géopolitique du sport chez Armand Collin, ça s'est paru il y a quelques temps. Et à côté de vous, Stéphane Béot, vous êtes sociologue, le foot est un fait social. Et récemment, vous avez publié Affreux, riche et méchant, un autre regard sur les Bleus aux éditions La Découverte. Une question de notre très fidèle Monsieur Potage, Frédéric Potage, un spectateur internaute. Oui, c'est une question un peu taquine. Pourquoi bien souvent le « on a gagné » se transforme-t-il en « ils ont perdu » quand l'équipe soutenue perd? Yvan Gastaut, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, l'identification à l'équipe est à géométrie variable. Est-ce que c'est typiquement français ou ça se fait ailleurs? Je pense que ça peut se faire ailleurs, mais peut-être qu'en France, on a cette spécificité que d'avoir une manière d'appréhender l'équipe de France en fonction des résultats. Si on gagne, le moral est au beau fixe, et quand on perd, les choses deviennent catastrophiques. Donc ce qu'il faut noter, c'est véritablement cet impact qu'a pris le sport, et tout particulièrement le football, sur le moral des Français. Et je pense que, mieux qu'un baromètre, les résultats de l'équipe de France peuvent apparaître comme une manière de voir comment la France va ou ne va pas.
Pascal Boniface, est-ce que parmi tous les sports, le foot est un moyen absolument unique pour inculquer quelque chose qu'on pourrait résumer par l'idée d'un sentiment national? Oui, plus que tous les autres. D'autres sports peuvent le provoquer en cas de victoire importante, mais le football, c'est collectif, c'est pratiqué de façon universelle et ça parle à tout le monde. C'est vraiment le sport roi. Donc, en termes d'identité nationale, c'est celui qui parle le plus. Ce qui ne fut pas toujours vrai. Au temps où le général de Gaulle regardait les matchs du tournoi des 5 nations sur le petit écran, c'est le rugby la fierté face aux anglo-saxons. Oui, parce qu'on commençait à gagner, c'était nouveau, parce qu'à l'époque, le football n'avait pas de résultats et que le rugby commençait à gagner contre la perfide Albion. Ouais, la fierté virile des villages. Alors, je vous soumets le chiffre du jour. J'aimerais bien avoir votre sentiment, Stéphane Beau. 18 millions de téléspectateurs. C'était vendredi dernier, vendredi 20. 17 millions devant TF1, 1 million devant Beansport. On regardait le match France-Suisse, match au cours duquel la France a marqué 5 contre 1. Cohésion, identification. Qu'est-ce qui se passe ? Patriotisme. Est-ce que vous récusez ou vous acceptez le mot de patriotisme, cette notion? Patriotisme, d'après nous, c'est un sentiment, un attachement sentimental à la patrie. C'est pas un terme honteux, c'est un terme bien sûr qui a une histoire, mais ça me semble pas honteux de parler de patriotisme. En revanche, je fais juste un peu de prudence par rapport à cet engouement. Bon, il y a 17 millions de téléspectateurs, c'est très bien, mais on pourrait dire qu'il y en a aussi 30 millions ou 25 millions qui ne sont pas devant leur poste. Il ne faut pas oublier qu'une partie des Français ne sont pas tous des fanats de football. Il y a au contraire des gens qui sont extrêmement agacés par cet engouement, par le fait qu'on parle que de football depuis des jours et des jours et qu'on ne peut plus aller au spectacle, on ne parle que de ça. Donc je pense qu'effectivement c'est un phénomène important. Il y a effectivement un véritable engouement. Mais pour savoir un peu mieux, il faudrait des statistiques, par exemple, savoir quels sont, parmi ces 17 millions de téléspectateurs, qui sont-ils, hommes, femmes, milieu social, région, etc. Pour l'instant, on a ce chiffre massif qui est intéressant, certes, mais qui mériterait d'être un peu affiné, on va dire, sociologiquement. Chiffre qui est sous-évalué d'ailleurs, parce qu'on ne compte pas tous ceux qui regardent de façon collectivement les matchs chez eux, dans les bars, sur écran géant, lorsqu'on organise, ce qui n'est pas le cas à Paris. Et donc, de plus en plus, on regarde... François Hollande, écran géant. Mais de plus en plus, on regarde le football non plus seul chez soi ou simplement en famille, mais avec des amis, ou en allant avec des amis au bar, etc. Et donc, de plus en plus, y compris le fait de voir le football à la télé, c'est collectif. Il y a un autre chiffre qu'il faut prendre en compte par rapport à l'engouement, c'est la vente des maillots. Parce que là, ça coûte plus cher que de regarder le match de foot. Et là, apparemment, NAC est dévalisé. Chacun veut avoir son maillot bleu, ce qui est plutôt rare en France, parce qu'on n'aime pas trop, c'est plutôt... Ça fait un peu beauf d'avoir un maillot de foot en France, qui est le cas en Angleterre ou dans d'autres pays. Et là, il y a vraiment un engouement qui se traduit par l'acquisition de maillots pour porter les couleurs. C'est porter les couleurs. Et incorporer presque le corps du joueur qu'on aime, de manière un peu magique. Je n'irai pas jusque-là, mais en tous les cas, dire, voilà, je suis fier de porter ce maillot, je suis en communion avec ceux qui, sur le terrain, le portent. Est-ce que c'est un acte patriotique ou un acte de soutien à une bande de jeunes gens qui se comportent pas mal, un peu loin de chez nous? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est effectivement, c'est le vouloir vivre ensemble français. Il y a des joueurs qui jouent bien et qui en plus sont sympas. On a envie qu'ils nous incarnent et on a envie qu'ils soient nos champions. Ce sont nos champions qui nous représentent dans une tradition finalement très ancienne. Et peut-être dire aussi, excuse-moi, peut-être dire aussi qu'il y a eu quand même ce moment un peu tragique, entre guillemets, cette grève du bus il y a 4 ans et ces 3-4 années de football où l'équipe de France ne jouait pas bien, n'était pas considérée, a été extrêmement critiquée. Donc je pense qu'aussi pour comprendre cet engouement, c'est vrai qu'il est fort aujourd'hui. La résilience. Il faut comprendre, pas forcément, oui, on pourrait dire la résilience, et ce plaisir effectivement de retrouver une équipe. Moi je pense que le plaisir sportif est très important. Cette équipe de France, elle gagnait 5-0 contre la Suisse. Bon, ça fait très longtemps, depuis 98-2000, qu'on n'a pas vu une équipe de France jouer aussi bien, avec des buts spectaculaires. 5-0 ou 5-2 5-2. Faire rattraper 5-0 de départ. Oui, mais regardez comme vous êtes. Il semble qu'effectivement, le football permet un certain nombre de rituels, comme vous disiez, la possibilité de se retrouver, de regarder des matchs ensemble, la possibilité d'être dans la rue. Si jamais l'équipe de France va aller plus loin dans le tournoi, il se peut que des manifestations de joie. Comme en 98 ? Comme en 98 ou même en 2006 également. Oui. Et donc on peut replacer ça dans un contexte qui fait que oui, Claude a raison, le football n'a pas toujours suscité cet engouement et qu'il y a des moments clés. Hein, il y a eu effectivement, peut-être en 58, un tout petit peu, mais c'était déjà très ténu. En 58, la France est allée jusqu'en demi-finale et a atteint un niveau tout à fait intéressant, ne perdant que contre le Brésil avec une très belle équipe. Avec beaucoup de joueurs d'origine polonaise, Kopaszewski, Wisniewski, etc. C'était déjà le reflet d'une France plurielle, on pourrait dire, effectivement. Et puis il y a eu cette époque de ce match de 1982 qui a suscité sans doute un engouement, et puis 98, effectivement, qui là me semble être un tournant dans ce que nous disions, un vrai moment de bascule. Alors,
Claude, capitaine Claude. Il y a quand même un paradoxe qui est souvent souligné par les anti-football, qui existent aussi. Hein. C'est que ces joueurs qui nous permettent d'exercer notre sentiment patriotique, sont-ils vraiment patriotes? Nous ressemblent-ils vraiment, nous, peuple du football? C'était la une de Charlie Hebdo qu'on va voir, organe central des réfractaires au football. Les milliardaires en caleçon remontent le moral des smicards en slip. Anticléricalisme désuet ou réalité? Ces joueurs qui jouent là-bas sont des milliardaires qui appartiennent à des clubs. Pourquoi est-ce qu'on s'identifie à eux? C'est pas le mépris des milliardaires, c'est le mépris du peuple. Il y a toute une élite, oui, c'est toute une élite intellectuelle a toujours méprisé le football et maintenant ils le jalousent parce que non seulement ces gens-là, puisqu'ils jouent avec leurs pieds, ne sont pas capables de réfléchir selon cette partie de l'opinion, et en plus, ce mépris traditionnel des élites intellectuelles par rapport aux sportifs vient se greffer la jalousie par rapport à l'argent gagné. Parce qu'ils sont beaux, jeunes, riches. Sauf que c'est vrai. Quand Ribéry, quand Ribéry récemment prend le parti du médecin de son club, le Bayern Munich, contre le médecin de l'équipe de France, il montre où va sa vraie fidélité, ce qui est normal. La personne qui le paye. Il montre uniquement qu'il est fidèle à son club et qu'au quotidien, c'est son médecin principal. C'est lui qui le soigne depuis 4-5 ans au Bayern. Et il a totale confiance en lui. Le médecin de l'équipe de France est un médecin, on va dire, provisoire. Donc voilà, c'est pas une question il privilégie l'un uniquement pour des raisons proprement professionnelles. Ouais. Alors, Yvan Gastaut, je voudrais revenir avec vous sur le distinguo entre le patriotisme et le chauvinisme, parce qu'il y a des voix dissonantes qui s'élèvent à droite à gauche pour dire le patriotisme, c'est l'abandon de soi, c'est l'idée du sacrifice, c'est quelque chose de très très noble, alors qu'il y a dans le chauvinisme une forme de déviance d'un nationalisme agressif. Or, c'est quand même un combat des nations. Ces matchs de foot et cette Coupe du Monde. On est de quel côté alors? Je pense que le football aujourd'hui représente un des bastions essentiels, peut-être le dernier, je ne sais pas, mais en tout cas un bastion essentiel de l'expression du patriotisme. Cette expression, elle se fait à travers le sport et tout particulièrement chez nous, en France et peut-être en Occident, à travers le football. C'est le cas des Italiens, c'est également le cas des Allemands ou des Anglais ou des Belges, effectivement. Et peut-être aussi de ces petites nations qui apparaissent. Et c'est l'occasion de chanter l'hymne, c'est l'occasion de se mobiliser, c'est l'occasion de véhiculer... C'est pas agressif. Il y a beaucoup d'autodérision quand on met une perruque bleu, blanc, rouge, qu'on se met de la peinture, que pour les Danois, on prend un casque, etc. Il y a beaucoup d'autodérision. Et le hooliganisme, c'est pas agressif? Si, mais c'est très minoritaire. C'est très déviant. C'est vraiment... dire aussi que le chauvinisme, c'est quand même le dénigrement un peu systématique de tout ce qui est étranger. Donc c'est quand même très différent. Là, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout. Dans la compétition, dans l'attitude vis-à-vis du rival. Dans les commentateurs de télévision, ça. Si on compare effectivement, à un moment donné, le fameux Thierry Roland pouvait avoir des expressions très chauvines. Il pourrait être extrêmement chauviniste, il pourrait être très chauviniste. Je pense que quand on regarde les télévisions, c'est beaucoup moins fort aujourd'hui. On peut considérer d'ailleurs que les commentateurs des matchs de football se sont calmés et ils ont adopté même un code qui n'existait pas à l'époque de Thierry Roland. Alors, vous évoquiez 1998, moment où la France, après s'être longtemps montrée vaguement indifférente envers son équipe de foot, moment où la France s'est complètement réveillée, un électrochoc, un petit rappel en images avec le rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. C'est un 12 juillet, l'été 1998. Un vent de bonheur souffle sur les Champs-Élysées. Un petit but, le 1000e de la sélection nationale, et la France voit grand. Elle célèbre la victoire de ses hommes en bleu pour la première fois de l'histoire, champion du monde de football. Et la France a enfin vu qu'elle avait une grande équipe de France, qu'elle avait des grands joueurs et qui défendaient le maillot français. L'équipe de France termine face au Brésil comme elle avait commencé contre l'Afrique du Sud, et 1, et 2, et 3-0. Au-delà du sport, une célébration de la diversité. Thuram, Barthez, Zidane, Black, Blanc, Beurre. La presse s'emballe, chante une nation réconciliée. Derrière un même drapeau, une fierté d'être français. Zidane, petit. Et Barthez était formidable. Barthez a été formidable. Monsieur, on est très contents de la Coupe du Monde. Ça rend les gens heureux. Et ça les rassemble pour une fois. Une hystérie collective, du jamais vu pour certains depuis la libération de Paris. Nous ne dissimulerons pas cette émotion frappante et sacrée. Il y a là des minutes, nous le sentons tous, qui dépassent chacune de nos pauvres vies. La capitale s'embrase, la France s'embrasse. Un rêve enchanté, comme une parenthèse dorée. Pascal Boniface, c'était un voile d'illusion, un mythe, cette équipe Black Blanc Beurre?
C'était pas une baguette. Black Blamber. Non, c'était une réalité du moment. Après, on a pensé que ça allait résoudre tous les problèmes et que c'était plus la peine de faire des efforts sur d'autres domaines. C'était un outil, c'était un moyen de montrer que la France collective, la France diverse, ça pouvait marcher. Mais ça suffisait pas à régler le chômage, à régler le problème des banlieues, etc. Donc c'était un outil dont on ne s'est peut-être pas suffisamment servi. Mais ceux qui ont cru que ça allait régler tous les problèmes de la société française se sont évidemment trompés. Un mot d'historien, je pense que la Coupe du Monde 98 reste comme un événement historique pour la France, parce que on peut considérer que chacun sait à peu près où il était le 12 juillet 1998, et que cet événement est un de ceux qui a marqué la décennie 90 et les dernières années de l'histoire de France. Donc on peut l'ériger à ce statut-là. Nadia? Oui, on a un très bon exemple et très récent de la manière dont le patriotisme footballistique peut être récupéré, mais de manière très nauséabonde. Ces derniers jours, l'Algérie a joué 2 matchs, elle en a gagné 1. Ça n'était pas arrivé depuis 1982. Évidemment, ça a mis les Algériens et les Français d'origine algérienne en joie. Ils sont descendus dans la rue, ils ont été sur les réseaux sociaux. Évidemment, il y a eu quelques débordements, mais rien d'exceptionnellement violent. Seulement, voilà, des internautes d'extrême droite essentiellement, mais pas seulement, ont forcé le trait très largement et ont fait de la pure intox. On va voir un exemple d'abord. Un internaute a publié cette photo, censée être un immeuble, représenter un immeuble de Barbès, avec des drapeaux algériens aux fenêtres. Il écrivait qu'il y a un problème d'identité en France. Le hic, c'est que le Monde.fr a vérifié, c'est un immeuble algérien. Et quand bien même, on pourrait se poser la question si c'était à Barbès et pourquoi pas. Autre intox, et là c'est un internaute autoproclamé français de souche qui a tenté de faire croire que les supporters avaient incendié une église. Là c'est évidemment tout un symbole. Photo à l'appui, alors on cherche le feu. On cherche aussi le bon accord du verbe avoir. Et alors, pas du tout, aucune église n'a été incendiée. Il y a eu une église incendiée en 2006, ça n'avait rien à voir avec le football. L'extrême droite a retweeté, repris toutes ces photos apocalyptiques. Yann Gasto, est-ce qu'on demande, en dehors de cette manipulation, on demande aux enfants d'immigrés de choisir entre leur pays et le pays de leurs parents? C'est un véritable dilemme. C'est une question importante, me semble-t-il, qui montre bien que le football dépasse véritablement l'enjeu sportif, puisque là, il y a l'expression de la double appartenance, d'une certaine manière, que la France peut être amenée, une certaine France peut être amenée à refuser, avec cette injonction de prendre parti. Or, dans le football, on voit bien qu'il il peut y avoir une manière de supporter 2 équipes. Et moi, je pense pertinemment qu'on peut être tout à fait français et supporter l'équipe d'Algérie, ou supporter l'Italie, ou supporter la Belgique. On demande ça pour les Algériens, on demande ça pour les Portugais ou les Espagnols. Il y a des Français d'origine portugaise ou espagnole qui soutiennent l'Espagne et le Portugal s'ils jouent contre l'équipe de France, et sinon ils soutiennent l'équipe de France. Ça veut dire on demande ça pour les musulmans. Bien sûr. Et moi, mes fils ne sont pas algériens, ils étaient contents que l'Algérie se qualifie parce qu'ils ont des copains algériens. Ils étaient contents pour eux. C'est pas un hasard si l'image du football a basculé lors d'un fameux match France-Algérie en 2001. 98 se déchire lors de ce match. C'est un mois après le 11 septembre 2001. Voilà, c'est juste après le 11 septembre. Il y a un contexte historique. Mais sur les questions d'enfants d'immigrés, quand même, il faut rappeler quand même un aspect très important, c'est que la FIFA a autorisé, en 2009, un décret FIFA qui permet aux joueurs binationaux de pouvoir choisir leur équipe très tard, alors qu'avant ils devaient choisir assez tôt. Donc on a eu à ce moment-là un basculement et beaucoup de joueurs ont choisi de jouer pour l'équipe où habitent leurs parents, le pays d'origine. Si on prend l'exemple célèbre de l'équipe d'Algérie aujourd'hui, il y a à peu près 16 joueurs qui sont nés en France qui jouent pour l'équipe d'Algérie. On peut avoir un raisonnement justement un peu géopolitique en disant finalement, on a fait les patrons français, les entreprises françaises ont recruté en masse des ouvriers algériens et marocains. Ses parents immigrés ont eu des enfants. Certains jouent pour l'équipe de France comme Zidane ou Benzema. Et puis d'autres sont allés jouer pour l'équipe algérienne comme Fegouli, comme Brahimi. Les 2 joueurs qui qualifient, entre guillemets, l'équipe d'Algérie, qui permettent à l'équipe d'Algérie d'être encore en course, sont des joueurs qui sont nés en France, qui ont joué en jeune dans l'équipe de France et qui ont choisi de jouer pour l'équipe d'Algérie parce qu'effectivement, sportivement, ils avaient un peu plus de chance. Il faut rappeler que ce match France-Algérie d'octobre 2001 ne s'est pas terminé et qu'il y a eu des incidents qui ont permis de capitaliser sur cette grande intégration. La Marseillaise, ça cristallise un certain nombre de... C'est un sujet qui a cristallisé. C'est Le Pen qui avait lancé ça en 96. Il trouvait que les joueurs d'équipe de France, un peu métissés, ne chantaient pas la Marseillaise. Et petit à petit, les 2 sujets se sont mélangés. On a reproché aux joueurs de l'équipe de France de ne pas chanter la Marseillaise, Benzema notamment, en oubliant que Platini ne la chantait jamais. Et puis ça a fait plein d'incidents. Il y a eu en 2002, juste après le 21 avril 2002, une finale de Coupe de France où l'hymne national est sifflé. C'était un match breton-corse, Lorient-Bastia. Ça se passe très mal. Regardez les images. Jacques Chirac était sorti de la tribune en entendant ça. Oui.
Ça a toujours été important, ce sujet, est-ce que les joueurs chantent la Marseillaise? C'est Le Pen qu'on a fait un sujet. Ça n'a jamais existé comme problème auparavant. Qui se rappelle si Coppa ou Juste Fontaine chantaient ou non la Marseillaise? Oui, mais néanmoins, Stéphane Beau, c'était utilisé les hymnes dans les rencontres. Ce qui est important, c'est le moment de la Marseillaise. Avant, la Marseillaise était peut-être chantée ou pas, mais les caméras ne fixaient pas les joueurs. Aujourd'hui, justement, depuis que ça a été politisé, entre guillemets, les commentateurs, TF1 notamment, a commencé à regarder joueur par joueur qui la chante et qui ne la chante pas. On en a des bons points à la scruter. On peut même dire que, juste pour finir, un truc intéressant quand même, sur le match contre la Jamaïque, Benzema au plus haut de sa forme, on a zappé Benzema, parce qu'effectivement, il ne la chante pas pour des raisons qui lui appartiennent. Notamment, il dit que, comme beaucoup de joueurs, il veut être concentré et rester dans son match. Donc, on peut très bien ne pas vouloir chanter, ne pas chanter la Marseillaise parce qu'on est dans son match. Donc, le fait même que, par exemple, Benzema, qui est en forme actuellement, et notre joueur vedette, si l'on peut dire, le fait même que les caméras ou le réalisateur de TF1 les zappent, on montre bien que voilà, il y a une politique de la caméra. C'est pas neutre. Il faut toujours regarder la manière dont on filme les matchs. On peut même dire que la Marseillaise a été sifflée et que ça n'a pas été pointé dans les années 60 et 70 parce que dans les stades, les supporters n'étaient pas particulièrement calmes il y a 20 ou 30 ans. Donc il y avait des sifflets de la Marseillaise, ça n'était pas pointé. Et d'un autre côté, on peut tout à fait exprimer sa ferveur patriotique autrement qu'en chantant. Mais j'allais vous le demander. On peut fermer les yeux, serrer ses poings, se résume à la Marseillaise. Non, pas du tout. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une injonction. Mais surtout, ils vont jouer après. Ils vont jouer après, ils sont pas là, c'est leur métier quand même. Oui, donc ils ne sont pas là pour chanter, ils sont là pour jouer. Et comme vous l'avez dit, ils se concentrent chacun à leur manière. Mais donc de ce point de vue, l'extrême droite a gagné puisqu'on en a fait un enjeu aujourd'hui. Bien sûr, oui. Comme sur le débat sur l'immigration, d'une certaine manière. D'une certaine manière, on peut parler de patriotisme des sportifs. Bon, on peut aussi remarquer que certains sportifs habitent en Suisse, par exemple. Donc on peut élever le débat et comparer pourquoi ce sont toujours les footballeurs qui sont comme ça mis à l'index. Il y a aussi d'autres façons d'être patriote. On peut être patriote fiscalement parlant. Si oui. Claude, sur le patriotisme fiscal Si, il y a eu un sujet, mais c'était un sujet de club, c'était le sujet de Monaco. Ce club du championnat de France de football qui est monégasque et que les autres clubs voulaient réduire, ramener à la mère patrie. Alors qu'il a joué pendant des années dans le championnat sans que ça ne suscite aucune émotion. Oui, mais il n'avait pas beaucoup d'argent. Les charges sociales n'étaient pas les mêmes à l'époque. Mais Stéphane Beau, que le foot soit une cause nationale, c'est normal. Et on voit comment, par exemple, François Hollande, encore récemment, est dans une sorte d'identification presque de son corps à l'équipe. Je pense qu'on est obligé de parler un peu historiquement. Pourquoi aujourd'hui ça prend une si grande importance? Je pense qu'on est obligé de parler de la situation économique et sociale du pays. Parce que, en partie, la crise. Parce qu'effectivement, il y a quand même ce besoin dans ces matchs. Conjuratoire? Oui, un peu, d'une certaine manière. On est quand même dans une conjoncture économique, sociale, politique qui est quand même assez sombre. Le Front National fait 25% aux européennes. La gauche est très largement minoritaire. Oui, mais en 98, ce n'était pas le cas. Et il y avait aussi cette identification. C'est que c'est une équipe. Et donc chacun peut s'identifier à un joueur qui a un profil particulier. On peut s'identifier à l'équipe ou à 11, voire 23 personnes différentes. Et donc le football permet une identification qu'aucun autre sport ne permet. Alors Amandine Collongette, bonsoir. Vous nous emmenez en Corée du Sud où ça ne rigole pas. Non, pour vous parler de Park Soo-young, un footballeur qui fait les frais de son manque de patriotisme à 28 ans. Il est pourtant un des joueurs qui compte le plus, pour ne pas dire la star de l'équipe sud-coréenne, qui jouera d'ailleurs demain soir un match décisif. Il faut dire que Park Soo-young est passé par l'AS Monaco, Arsenal, et qu'il évolue en ce moment au sein du club anglais Watford. Mais voilà, tout bascule en 2012 quand le joueur décide de repousser son service militaire. Alors pourquoi est-ce qu'il a eu le droit de le faire? Eh bien parce qu'il est répertorié comme résident monégasque. Il fera donc son service militaire en 2022, une décision qui n'a pas du tout plu à la population sud-coréenne. Il devient donc le joueur mal aimé. Il faut dire qu'à Séoul, on ne plaisante pas avec l'armée, et même sur la pelouse sud-coréenne, les joueurs font le salut. Regardez, ces images sont étonnantes. Rappelons que la Corée du Sud est officiellement toujours en guerre avec son voisin du Nord, 60 ans après la fin des hostilités. Il y a encore quelques semaines, les deux Corées ont échangé des tirs. N'oublions pas que tous les hommes sud-coréens doivent faire leur service militaire. Ça dure 2 ans et c'est obligatoire. Ça s'avère souvent un cauchemar puisque la discipline est très très stricte par ailleurs. De nombreuses affaires de maltraitance et de harcèlement ont abîmé la réputation de cette armée sud-coréenne. Alors Yann Gasto, on parle de service militaire, on parle de foot. Est-ce qu'on peut dire qu'en France, le foot compense le patriotisme qui était inculqué par le service militaire? C'est difficile à dire. Je pense que
Effectivement, hein, les bastions que pouvait représenter le service militaire, l'un des bastions que pouvait représenter le service militaire. D'intégration aussi. D'intégration, de creuser. Il ne représentait plus rien à la fin. À la fin, le service militaire n'avait aucune unité ni militaire ni d'intégration. Chacun se faisait pistonner si on pouvait. Ça ne servait plus à rien. Donc ça faisait longtemps que le service national n'avait plus le rôle qu'il a eu historiquement d'intégration. Alors le football, sans doute, aujourd'hui, occupe une place importante à ce niveau-là, importante sur un plan politique, sur un plan social. C'est quelque chose qu'il faut absolument appréhender. Hein. On ne peut pas ignorer cette dimension. Et je crois que dans ce cadre-là, certaines choses peuvent passer par le football. D'ailleurs, il y a des actions qui sont prises en considération. Il y a des mesures qui font qu'on essaie d'instrumentaliser ce sport à des fins éducatives, à des fins d'insertion, à des fins dans le but de tisser du lien à des social. Fins d'exemplarité. D'exemplarité, peut-être de manière parfois un peu artificielle. Et aussi de mélange social que l'habitat ou l'école ne permet plus. Parce qu'il y a des villes où le club de football est l'un des rares endroits où des gamins d'origines diverses, y compris socialement, et surtout socialement, peuvent se retrouver. C'est parfois une illusion. Hein. En 98, le club de football de la Castellane, la cité populaire d'où venait Zidane, n'était pas invité au stage ou au match de l'OM. Et c'était le moment où Zidane avait sa photo, vous ne connaissez pas cette histoire, sa photo sur les murs de... Je parle du mélange des enfants qui sont dans le club de football alors qu'ils vont dans des établissements scolaires différents selon leur classe sociale. Oui, Stéphane Beau, pardon. Sur les fins d'exemplarité, c'est très frappant quand on fait des enquêtes dans les terrains de football, dans les clubs de football des écoles de jeunes. C'est très frappant de voir à quel point les éducateurs sportifs édictent des règles très strictes. Par exemple, des enfants, par exemple d'arriver à l'heure, la ponctualité, le fait de la question de la douche, un tas de choses comme ça qui passent par le football. Et beaucoup d'éducateurs vous diront, mais ils nous écoutent beaucoup plus qu'effectivement ils écoutent à l'école, parce que pour eux, peut-être effectivement de manière excessive, du fait même de la médiatisation, beaucoup d'entre eux ont des espoirs parfois un peu fous de devenir footballeur professionnel. Ça, c'est un vrai problème aussi pour l'école, puisque le football représente aujourd'hui un tel modèle que beaucoup d'enseignants parfois ont du mal à faire comprendre aux élèves que scolairement, ils ont plus de chances de s'en sortir quand même que par le foot, où il y a une toute petite élite. Hein, ces joueurs-là sont le produit d'une sélection drastique sportive. Je crois qu'il y a une complémentarité, il y a une double dimension entre l'exemplarité sur le terrain, hein, c'est-à-dire des clubs, parfois des clubs de quartier qui sont exemplaires et qui servent un peu d'aiguillon pour les grands clubs, mais aussi les vedettes, les stars, qui apparaissent aussi comme par ailleurs un autre moyen de s'identifier. Alors, juste une question, je ne veux pas nous porter la poisse, mais si la France perd, et si elle perd très mal, avec beaucoup de points, qu'est-ce qui va se passer là, les Français vont sombrer dans la déprime, etc. Oui, il y aura une grosse déception, mais ça ne sera pas à l'image de 2010, parce qu'il faudrait que, en plus, le comportement des joueurs soit très négatif pour qu'il y ait cette colère contre eux. Et donc, pour l'instant, on dira, bah voilà, c'est le sport, des fois on gagne, des fois on perd. Il y a un capital de sympathie qui a été acquis, parce que là aussi, encore une fois, il y a à la fois les comportements, comme vous dites, et puis en même temps, il y a le fait que c'est une équipe qui joue, comme j'insiste là-dessus, quand on aime le football. Mais c'est plus qu'une équipe, parce que dans un de vos essais, vous citez Michelet, vous dites, la nation, c'est une fraternité vivante. On peut considérer que cette équipe, c'est une métonymie de cette nation, de notre nation, ce soir, là, au Brésil? Bon, je ne vais pas me référer tout de suite à Michelet, mais c'est vrai qu'on peut considérer effectivement qu'il y a, quand on regarde, prenons la composition de cette équipe. Aujourd'hui, ils sont 23 joueurs, il y a un tiers de joueurs d'origine africaine, d'Afrique subsaharienne. Bon, ça c'est aussi très nouveau dans l'histoire du football français. Bon, c'est pas rien qu'en général, quand on parle de cette immigration-là, il y a souvent des termes qui sont employés, on va parler parfois de déviance, de délinquance, très systématiquement, ça se fait. Bon, aujourd'hui, on a des joueurs de football qui sont d'origine africaine, donc elle est là, la fraternité notamment vivante. Pogba, Matuidi, qui sont des joueurs exemplaires à la fois sur le plan du terrain et sur le plan extérieur. Donc c'est très important que symboliquement, on parlait de 98. Moi je reste fondamental. Zizou, Zinedine Zidane, il a été francisé, entre guillemets. C'est très important que symboliquement, ces mots-là circulent et qu'ils soient francisés par le football. En partie. Ce sera votre conclusion. Ils courent comme des poulets sans tête sur un terrain, mais quel talent dans l'analyse des faits. Ce sont les forcenés de désintox qui épinglent encore ce soir un homme politique, c'est Matteo Renzi, sur le chômage des femmes en Italie. Regardez. Flashé par Désintox, le nouveau président du Conseil italien, Matteo Renzi, à propos du chômage des femmes. Nous avons le taux de chômage des femmes le plus haut d'Europe. C'est inacceptable. Le chômage des femmes serait donc plus haut en Italie que n'importe où ailleurs en Europe. Devenu président du Conseil italien fin février, Matteo Renzi se mélange les pinceaux. Il est vrai que le taux de chômage des Italiennes est plutôt élevé par rapport à celui de leurs voisines. Il s'établissait en 2013 à 13,1% contre 10,9% pour l'ensemble de l'Union européenne. À titre de comparaison, la France avait aussi un taux de 10,9%. Mais cela ne fait pas de l'Italie le cancre de l'Union pour autant. 6 pays possèdent en réalité un taux de chômage des femmes plus élevé et pour certains beaucoup plus élevé.
Ce taux est ainsi 2 fois plus haut en Espagne et plus encore en Grèce. Alors, pourquoi cette confusion de Matteo Renzi? En réalité, c'est le taux d'emploi des Italiennes qui est très bas relativement à celui des voisins européens. 47,1% des femmes en Italie occupaient un emploi en 2012, ce qui est très loin de la moyenne de l'Union. Seuls 3 pays, la Grèce, Malte et la Croatie, font pire. Mais cela n'équivaut donc pas à dire que les Italiennes sont les plus au chômage. Cela signifie qu'elles sont très nombreuses à être inactives, c'est-à-dire à avoir quitté le marché du travail. Ainsi, seulement 53,5% des Italiennes étaient actives en 2012, c'est-à-dire en emploi ou en recherche d'emploi. Merci à tous. Merci les filles d'avoir parlé de foot. Merci à tous les 3. L'émission est terminée, vous le savez, elle est accessible 24 h sur 24. Merci capitaine Claude. Sur le web, en version enrichie à la page 28 minutes. À suivre sur notre antenne, certainement pas les préparatifs de ces messieurs les Bleus avant leur 3e match, mais un opéra français, monsieur. Carmen de Bizet aux arènes de Vérone. Sublime. À demain, 20 h 05, dans 28 minutes. Tchuss, bis morgen.